Bienvenue dans ce cinquième épisode de Mondialiste. On se retrouve aujourd'hui avec Falk pour parler de la poule E et donc notamment de l'Allemagne, évidemment. Falk, qui évidemment nous le dit fréquemment, il va nous parler du foot différemment, hein. Il est actif sur TikTok et surtout sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Tous les liens sont dans la description de toute manière, donc ne faites pas les timides. Falk, comment vas-tu? Écoute, ça va super, trop hâte de parler de cette équipe d'Allemagne et du prochain mondial où on espère où ils vont pas nous faire encore une dinguerie à sortir en phase de poule. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, ça, tu vois, on va en parler. C'est vrai que c'est un petit peu passé sous les radars, hein, depuis quelque temps. Hem, Ton Werder Brême, juste avant ça, je voulais t'en dire juste un mot. Je me permets. On n'est pas loin de la descente en Bundesliga. On s'est rassuré un tout petit peu, on a quelques petits points d'avance, mais c'est pas encore fait. Tu es à l'aise ou tu le sens comment? Moi, je pense, là actuellement où on en est, Werder Bremen, c'est une saison hyper compliquée de leur part. Je pensais qu'ils allaient faire un peu mieux que ça, mais je suis assez confiant sur le maintien. On va dire que tout ce qu'il y a autour, politiquement parlant, au niveau de la gestion du club, c'est catastrophique. Je pense qu'ils ont les éléments quand même, tu vois, pour rester en Bundesliga en fin de saison, même si ça va être compliqué. On a d'autres clubs. De toute façon, la bataille, elle est absolument dingue hein, dans cette défaite. Je veux dire, quand on voit que Wolfsburg, ils sont à deux doigts de descendre depuis le début de saison, ça n'a aucun sens. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est voir ce qu'ils vont faire cet été. On sait notamment qu'on a un jeune Karim Koulibaly qui est un peu convoité par le monde entier actuellement. On sait que le PSG est dessus, etc. Ils vont avoir environ 50 millions pour ce joueur. Et Brême, avec de l'argent, moi, c'est ça qui me fait le plus peur, tu vois. Donc, je suis confiant pour le maintien, je suis pas confiant pour la suite. Ah OK, OK, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai que c'est pas rassurant si la gestion est mauvaise au-dessus. Concernant l'Allemagne, tu le disais, sur les 2 dernières compétitions, sur les 2 dernières coupes du monde, tu te fais sortir 2 fois en phase de poule. Alors on parle beaucoup de l'Italie qui participe pas 2 fois d'affilée, mais l'Allemagne, c'est presque le cas quelque part. Et c'est vrai qu'au final, c'est l'une des plus grandes nations, de l'histoire du football sans aucun doute, hein. Tu as 4 étoiles sur le maillot, ça trompe pas, mais le dernier titre Ça fait majeur, beaucoup, c'est la on a 8 finales. Ouais, 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 ça c'est vrai que ça fait beaucoup. Mm. Ça fait, ouais, exactement, et le dernier titre majeur qui est la coupe du monde, c'est 2014, donc ça fait 12 ans, hein, que tu as pas remporté de titre majeur. Ch dans titre majeur, je mets euro et coupe du monde, hein. Je crois qu'il y a eu un titre, mineur, entre-temps. Hem, donc ils ont connu quand même une période, difficile niveau des qualifications, là, il y a à peu près un an de là. Il y avait une période, un peu nébuleuse, une victoire en 6 matchs. Il y avait un enchaînement qui était pas évident avec la France, le Portugal et cetera, mais quand même, ça fait peu, c'est pas les standards habituels. Mais au final, tu finis premier de ta poule de qualification, sans briller, mais sans trop de difficultés non plus. Hem, donc ça, c'est un petit peu pour le topo sur la sélection allemande. Je vais te demander quelque chose, tu vas pouvoir nous éclairer. Qu'est-ce que le grand public ne sait pas ou néglige sur cette sélection? Alors ça, en vrai, c'est une question, je pense, qui est assez, vague par rapport au grand public. Parce que moi, c'est vrai que j'ai, cette vision de l'Allemagne où je les suis énormément et on regarde un peu ce que font, tu vois, les médias allemands, ce que disent les gens en général. Et donc, en vrai, il y a une chose qu'on ne néglige pas du tout, je pense, en tant qu'observateur extérieur, c'est les Allemands et la mentalité, hein. Je pense que toi-même, tu connais ce truc, la fameuse Kimmich-Mentalität, là où on se dit: «Voilà, les Allemands, ils vont toujours te donner à fond». Et donc je pense Mmh. que déjà à ce niveau-là, c'est quelque chose qu'on peut enlever par rapport au grand public. C'est là où ils attendent l'Allemagne, c'est sur le caractère. Moi, j'ai quand même tendance, à penser actuellement qu'on enterre les Allemands assez rapidement. Je veux dire, ça fait 2 coupes du monde de suite que l'Allemagne se fait éliminer en phase de poule. Pour l'avoir vécu, c'était vraiment absolument pas fun. Mais je pense que les gens ont aussi tendance à oublier que, lors de la dernière Euro qui a eu lieu donc en Allemagne, alors, je sais que la France avait fait quelque chose de stylé contre les Espagnols aussi, mais pour moi, l'Allemagne était à un bras de Cucurella dans la surface, de se qualifier pour la suite de l'Euro. Et je pense sincèrement, au vu des matchs que j'ai regardés pendant l'Euro, que l'Allemagne, s'il y avait bien une équipe qui pouvait battre cette équipe d'Espagne et aller au bout ensuite, c'était bien les Allemands. Et donc, je pense qu'on a tendance à oublier que l'Euro, c'est quand même une giga compétition très compétitive entre tous les pays européens et que les Allemands, ils étaient vraiment pas loin, de frapper un grand coup, en fait. Donc je Mais me tu demande, raison.
est-ce que les Allemands ne sont tout simplement pas un peu mis sous le bus directement avant la compétition, sous prétexte que ça fait 10 ans qu'ils n'ont rien fait? Ce qui se comprend totalement, en fait, hein. Moi aussi, je serais pas rassuré en disant: «Bon, eux, ça fait, 10 ans, on les a pas vus». Pareil, si l'Italie se qualifie là pour le prochain mondial, les gens vont pas forcément faire attention, mais ça reste l'Italie lors d'un mondial. Eux aussi ont gagné plein de fois, donc je pense qu'il faut faire quand même attention et pas les enterrer trop vite. Ouais, mais écoute, tu as raison et c'est vrai que sur ce dernier Euro, si on se souvient bien, c'était un quart de finale, il me semble et on se Mmh, disait que tout à fait. c'était la finale avant l'heure, hein. Pour un quart de finale quand même, ça sonne tôt dans la compétition. Donc ouais, c'était, l'Allemagne qui était en meilleure posture après l'Espagne, hein, pour être favori, pour remporter le tournoi. Comment le sélectionneur fait jouer cette équipe? Tu peux nous en dire un peu plus sur Nagelsmann, sur ses intentions, sur son style de jeu? Tu as des choses à nous dire? Bon, clairement, Nagelsmann, il a pas révolutionné le foot allemand, j'ai envie de dire. Actuellement, ça les Allemands, ils ont toujours un style de jeu assez propre à eux qui est le 4-5-1. Ça n'a, j'ai l'impression, jamais changé depuis que je suis cette équipe et ça fait quand même plus de 20 ans maintenant. Et en vrai, c'est un peu la stratégie utilisée par le FC Bayern. Parce qu'on a toujours un peu de cette corrélation entre l'équipe d'Allemagne et le Bayern. Forcément, tu as quelques joueurs qui viennent de cette équipe. C'est de moins en moins le cas, hein, il faut quand même l'avouer. Ouais. L'équipe d'Allemagne se diversifie de plus en plus. N'empêche, voilà, Nagelsmann, un entraîneur qui utilise donc le 4-5-1 avec 2 milieux défensifs, un 10 et 2 ailiers et une pointe, hein. Concrètement, c'est ça le jeu et pareil au niveau tactique, on va dire, c'est le fameux gegenpressing. Je pense que tu vois exactement de quoi je parle. L'équipe d'Allemagne, quand ils n'ont pas le ballon, ça va commencer à fuser, ça va partir sur les adversaires. Le but, c'est de récupérer la balle le plus rapidement possible, tout simplement et on joue beaucoup en une touche de balle, on joue beaucoup en possession, hein. L'équipe d'Allemagne, comme dit, hein, c'est ce que je disais, ça se fixe un peu sur le Bayern. Le but, c'est d'avoir le ballon, d'avoir la maîtrise du jeu et d'espérer du coup se créer des occasions grâce à ça. Mais là, on arrive sur évidemment le petit point faible, mais on en parlera sûrement tout à l'heure, c'est au niveau des contres où défensivement ça peut pêcher parfois. Ouais et beh, c'est un petit peu le les notes que je m'étais prises. Déjà l'Allemagne, c'est vrai que c'est un des plus forts taux de possession des phases de qualification. Mais c'est aussi une équipe qui aime aussi jouer, les transitions offensives. Donc au final, elle est assez complète, hein. Il y a des individualités pour faire un petit peu faire les 2 choses. Quel est vraiment pour toi les points quel est le point fort ou quels sont les points forts de cette équipe? On va dire que, bah, justement, on va rester un peu sur Nagelsmann parce que j'ai l'impression que l'équipe d'Allemagne, ça reste quand même une équipe globalement que les gens connaissent. Que donc ça, je veux dire, on va pas révolutionner, on parle du Bayern, c'est une équipe qui est très suivie. Les Allemands, c'est une équipe qui est très suivie. Donc là, je vais partir un peu peut-être plus dans le détail par rapport à Nagelsmann, qui est un entraîneur, actuellement qui est assez critiqué, par rapport, on va dire, en tout cas Ouais. en Allemagne, parce que et j'ai l'impression que c'est un peu ça avec tous les coachs, tous les sélectionneurs. Quand on n'a pas ramené le chouchou, on n'est pas Mmh. content, hein. Ça, c'est vraiment le fan lambda, il est comme ça. Mais Nagelsmann, moi, je pense personnellement que ça reste toujours un excellent tacticien, pour le coup et le vrai gros point fort d'après moi, c'est le fait qu'il sache s'adapter aux équipes qu'il a en face de lui et que l'équipe d'Allemagne va quand même réussir à changer de formation lorsque lorsqu'il se retrouve, ben, face à un adversaire où il voit que le fameux 4-5-1 ne marche pas, ou en cours de match, Nagelsmann va réussir à faire changer la tactique et on a vu ça lors des matchs de préparation. Moi, j'ai eu la chance du coup de voir, le fameux, Suisse-Allemagne, sur place où on remarquait directement qu'on a Joshua Kimmich donc qui est mis en tant que latéral droit en défense et sur toutes les phases offensives, en fait, il retourne au milieu de terrain et du coup, l'équipe d'Allemagne se retrouve entre guillemets avec donc le latéral gauche qui va essayer de venir un peu excentré sur le terrain et on a Kimmich beaucoup plus à l'intérieur du jeu. Donc on se retrouve seulement entre guillemets avec, Tah et Schlotterbeck en défense centrale pour couvrir si jamais il y a une contre-attaque ou une dinguerie qui se passe. Mais donc on a quand même le côté où les Allemands, ils cherchent toujours à avoir un surnombre sur le terrain en attaque ce qui va perturber comme pas possible l'équipe adverse parce qu'ils arrivent tout simplement pas à sortir de leur propre zone et donc pour moi, ça c'est vraiment, voilà, tout simplement le côté offensif et le jeu tactique de Nagelsmann, c'est sûrement ce qu'on a de plus fort actuellement. Ouais et puis, tu vois, pour le coup, tu en parles, les variétés de profils permettent aussi, hein, ces changements-là. C'est vrai qu'entre Rome, qui est souvent, le latéral gauche et Kimmich, qui sont aux antipodes, hein, c'est vrai que tu peux être assez asymétrique, ça peut être aidant dans ta construction et c'est un petit peu le cas pour tous les profils sur ton terrain. Entre Tah et Schlotterbeck, tu es très complémentaires.
Schlotterbeck qui aime bien pouvoir porter le ballon, qui a des facilités pour, la progression balle au pied et par la passe aussi. Goretzka, Stiller, c'est aussi complémentaire. Wirtz, Musiala, Karl Lennart, c'est des joueurs, qui ont des profils semblables, mais tu as d'un autre côté Adeyemi, Sané où ça va un peu plus vite, tu peux apporter autre chose et c'est pareil sur tes 9 aussi. Là, je pense à Voltema de Undav et Havertz. Tu as 3 profils complètement différents pour t'adapter à ton adversaire. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez, en fait, je pense que l'un des points forts, c'est en somme aussi, donc un bon coach, un bon sélectionneur aidé de bonnes individualités, variées aussi. Ça peut être une des forces de l'Allemagne et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'ils peuvent aussi, être, être intéressants en transition et aussi dans le dernier tiers en possession du ballon. Mais cette Allemagne n'est pas parfaite. Évidemment, sinon elle serait dans les top 5 favorites à la compétition et c'est pas le cas actuellement. Pourquoi d'après toi, quels sont les points faibles de cette équipe? On va dire, pareil, je veux pas révolutionner le football non plus, hein, clairement, le gros point faible d'après moi de cette équipe allemande, bah, alors déjà, pour revenir exactement sur ce que je viens de dire tout à l'heure, par rapport, au côté tactique, c'est qu'on a quand même un coach donc qui, parfois, va aller dans des systèmes très complexes et est-ce que tu as forcément les individualités pour suivre tous ces systèmes-là? C'est pas toujours le cas et on sent d'ailleurs, voilà, on va reprendre des matchs amicaux, hein, clairement, c'est ce qu'on a eu de plus récent. Quand Nagelsmann, il a fait tourner contre le Ghana, c'est devenu un fouillis de football où on avait l'impression que la plupart des joueurs ne savaient absolument pas où se placer sur le terrain. On a eu énormément de pertes de balles sur des manques de compréhension entre les joueurs où on pensait il y a un joueur, par exemple, j'ai notamment ça en tête, hein, Raum avec, la personne qui était à gauche à ce moment-là, je ne sais pas si c'était Viat ou s'il était déjà sorti, mais le nombre de passes qui sont allées en touche parce que l'autre pensait qu'il allait courir en avant chercher le ballon et en fait ça n'a pas été le cas ou vice versa. Voilà, on a quand même un manque d'adaptation assez flagrante, d'après moi, actuellement de cette équipe allemande. Mmh. Et le deuxième point négatif, clairement la défense, en fait. Je veux dire alors je les aime bien, hein, Schlotterbeck et Tah. D'ailleurs, je pense que les 2 font une très bonne saison. Tah, je l'ai souvent critiqué que ce soit avec l'équipe d'Allemagne ou Leverkusen, je l'ai toujours trouvé très surcoté ce joueur. Et finalement, je trouve que récemment, il me fait de plus en plus taire, clairement. J'aime bien ce qu'il propose avec le Bayern et avec l'équipe d'Allemagne, mais ça manque de vitesse et comme je le disais tout à l'heure, ça joue énormément la possession du côté de cette équipe allemande et donc suffit juste que tu te retrouves avec, un surnombre ou une contre-attaque, pour l'équipe adverse et l'Allemagne va être mise à mal hyper facilement et notamment encore ce match contre le Ghana. Alors oui, peut-être que tu gagnes 2-1, mais on a une première mi-temps où l'équipe d'Allemagne, elle surdomine, mais vraiment, je veux dire, j'ai rarement vu ça. Le Ghana n'a pas joué, ils étaient à 11 derrière pour une équipe nationale, je trouvais ça presque un peu dommage. Mais finalement, sur cette première mi-temps, mis à part le but hors jeu sifflé parce que Voltemade était hors jeu, ça fait une passe à Vietz et bref, il y avait hors jeu. Et ben en fait, toutes les actions dangereuses venaient du Ghana sur contre-attaque. Et du coup, tu te dis, ces gars, super les gars, vous avez 65 à 70% de possession de balle, vous n'arrivez pas à terminer parce que c'était hyper dense derrière. Et pour récupérer les bourdes, parfois des erreurs, bah, que ce soit des latéraux ou une perte de balle simple au milieu de terrain, Schlotterbeck et Tah, c'est pas eux qui vont te rattraper les gars adverses. Donc tu peux te retrouver très facilement, on va dire, surmené et derrière au score, alors que tu as dominé pendant tout le match, ce qui est ultra frustrant, en fait. Et du coup, est-ce que tout ça, ça peut pas être, c'est un peu ce que tu mettais en avant avec, le fait que les joueurs soient en fait un petit peu, comme s'ils n'étaient pas en maîtrise de leur sujet sur, certains temps. Nagelsmann, a beau être un super coach et puis c'est ton point fort, hein, de la sélection donc évidemment. Mais, c'est aussi un coach de club initialement et qui était pas réputé pour faire, que des choses simples non plus. Est-ce qu'il en demande peut-être pas un peu trop pour des mecs qui se voient que 2 fois tous les 2 mois? C'est clairement la critique globale que lui font la plupart des médias allemands, hein, pour le coup, il y a cette critique, donc je suis pas forcément d'accord avec, qui dit que l'équipe d'Allemagne n'a pas progressé depuis 4 ans, en fait. Moi, j'aimerais quand même nuancer la chose sur un point simple. Lors de la dernière Euro, alors oui, comme dit, tu as failli battre l'Espagne, mais tu avais encore des cadors absolument incroyables, des leaders de fou dans cette équipe, hein. Je veux dire, entre-temps, tu as perdu Manuel Neuer, tu as perdu Toni Kroos et tu as perdu Thomas Müller.
on va dire, c'est pas les moitiés de footballeurs, hein, ces 3-là. Et en fait, donc, entre-temps, tu dois avoir quand même des nouveaux leaders qui se mettent en place. Ton joueur phare, on va en parler encore un peu, mais Musiala, quand même, qui est vu depuis des années comme le futur crack de l'équipe d'Allemagne, celui qui pourrait même chercher les trophées individuels. Ça fait 1 an et quelques qu'il est blessé. On ne connaît pas le niveau qu'il va avoir pour revenir. Et donc, en fait, il y a beaucoup de critiques sur Nagelsmann sur ce qu'il met en place qui ne fait pas évoluer l'équipe. Je suis pas forcément d'accord avec ça, mais moi je pense que clairement, c'est aux joueurs entre guillemets de se mettre au niveau. Après, si tu as certains joueurs qui ne sont pas sélectionnés, ça c'est encore une autre histoire évidemment, mais comme dit, on aimerait tous être coach au moment d'un mondial et dire: «Ouais, moi je mets ce gars-là sur le terrain et vous me l'enlèverez pas». C'est vrai que Nagelsmann, il fait quand même des choix parfois un peu, hasardeux, ça peut lui arriver aussi, mais je pense que tactiquement parlant, oui, parfois, on sent que la qualité individuelle manque par rapport à ses idées, ça c'est sûr. OK et beh, je pense que, tu m'aides à y voir un petit peu plus clair et je te remercie pour cette explication très compréhensible. On va passer au 11 de l'Allemagne. C'est là que tu évoquais le fait que l'Allemagne ait perdu Neuer, Kroos, Müller, mais l'une des forces de cette, Allemagne, c'est aussi de pouvoir retrouver des joueurs pas encore équivalents parce que, comme tu l'as dit, c'est pas des demi-hommes, mais peut-être avec un potentiel, au moins très intéressant. Quel 11 alignerais-tu? Quel 11 sera aligné? C'est un petit peu la question. On va faire du cas par cas, en commençant par le poste de gardien de but où, du coup, Emmanuel Neuer n'est plus de ceux-là. Oliver Baumann fait du bon travail à Hoffenheim. Est-ce que c'est le cas aussi en sélection? Alors, clairement, pour moi, le poste de gardien, c'est un des postes, qui est le plus débattable en équipe d'Allemagne, dans le sens où, bah, l'Allemagne, c'est quand même un pays de gardiens. On a toujours eu des très, très bons gardiens, au point évidemment de Manuel Neuer ou d'Oliver Kahn, c'est toujours très compliqué, hein. Je veux dire, on parle de 2 des meilleurs gardiens de l'histoire. Mais, on va dire que là, actuellement, on a plein de très bons gardiens. Lequel doit être titulaire? Je pense c'est, comme dit, débattable. Alors contre la Suisse, Baumann a été exécrable, je tiens à le dire. Vraiment, il n'était pas bon, les relances au pied, c'était trop compliqué. Il avait l'air stressé à chaque fois qu'il avait un ballon au pied. Mais au-delà de ça, je le trouve rassurant sur sa ligne, sans aucun problème au niveau des arrêts et cetera. Baumann, pour moi, c'est lui qui sera titulaire, en fait, lors du mondial. Je pense qu'il y aura pas d'autre, débat possible. Nübel a joué contre le Ghana et en même temps, c'est parce qu'on était à Stuttgart, il a un peu privilégié les joueurs de Stuttgart à ce moment-là. Mais, la hiérarchie des gardiens, je pense que c'est quelque chose de très important. Nagelsmann, il place quand même, une importance folle et donc je pense qu'on va toujours avoir Baumann dans les buts, Nübel en deuxième option et là, la troisième option, elle est hyper vaste. Alors pour moi, si ça ne tenait qu'à moi, Nübel ne viendrait pas au mondial, j'avoue et moi je prendrais Atumbulu, du ST Freiburg et Je voulais te Ulreich poser la du question. du FC Bâle. Pour moi, Findamen, il est super sympa, mais il est derrière les autres gardiens, pour le coup, dans la hiérarchie. Mais pour moi, voilà, Atoboulou et Obe sont un cran au-dessus et je pense qu'il faut quand même aussi penser à l'avenir. Et ces 2 gardiens, c'est les 2 plus jeunes. Donc je pense que ce serait déjà bien de leur mettre une certaine expérience d'un mondial. Ça peut que leur apporter quelque chose. Eh beh, tu vois, je voulais te poser la question. Atoubolu n'est pas, sur, ceux que j'ai placés parce qu'il n'a pas l'air d'être, en lice pour, venir participer à cette coupe du monde. Mais c'est quelque chose que je ne comprends pas vraiment. C'est pas comme si je voyais tous les matchs de Fribourg, donc tu vas pouvoir, m'éclairer. Est-ce qu'en Allemagne ça en parle? Est-ce que ça fait débat? Parce que qu'Atoubolu, c'est, le gardien qui était, titulaire lors du dernier Euro Espoir et il montrait beaucoup de qualités, beaucoup le prévoyait en tant que futur numéro un. Alors le fait qu'il soit pas vraiment dans la discussion, est-ce que c'est normal ou pas? Non, et je sais pas quoi dire d'autre, en fait, que même les Allemands, enfin là, pour le coup, c'est vraiment un truc global, personne ne capte le pourquoi Atombulu n'est pas considéré. Il avait été appelé, lors du dernier rassemblement et finalement, vu que Baumann justement n'était plus blessé, il l'avait laissé dans les tribunes. Enfin bref, un truc un peu bizarre, vraiment pour le coup, Atombulu. Je ne comprends pas pourquoi il est pas appelé. Voilà, ça c'est ma grosse interrogation. Il fait le taf, que ce soit, bah, comme tu as dit avant avec, l'Euro Espoir, il était très, très bon, c'était le gardien numéro 1 et il a fait un taf monstrueux et
avec le ST Freiburg, c'est tout simplement un des tout meilleurs gardiens de la ligue actuellement. C'est le gardien de Bundesliga avec le plus gros, Marktwert, mince, j'ai plus ce mot en français, la valeur marchande, de Bundes. Donc, il est à 20 millions. Il va sûrement quitter Freiburg pour aller en Première Ligue, fin de l'année. Enfin bref, il y a tous les feux qui sont ouverts pour Atoboulou, pour l'avoir dans ce groupe. Il n'est pas appelé. Pour le coup, ça, je ne comprends pas. Et les médias non plus d'ailleurs, hein. Ouais, beh, c'est une interrogation ça quand même là. Juste au-dessus, pour le triangle défensif entre le gardien et les 2 centraux, on a donc Tah et Schlotterbeck qui tiennent le bon bout. Je suis peut-être un peu rigide là-dessus, mais moi voir 2 gauchers dans cette charnière, ça me gêne un tout petit peu. Hem, Est-ce que c'est une vraie problématique ou pas? Sachant qu'on a Rudiger derrière, mais bon, on sait qu'il est assez, instable, l'ami Rudiger. Malgré tout, tu as quand même une paire assez complémentaire. Qu'est-ce que tu en dis? Moi, c'est peut-être un poste où je changerais rien. J'avoue que le côté double gaucher en soi ne me dérange pas et sur le terrain, j'ai pas l'impression que ça dérange, les coéquipiers ou quoi. Donc ça, à ce niveau-là, et comme tu l'as dit, voilà, le 3e, le backup qu'on a, c'est Rudiger et alors ce gars-là, même, j'irais jusqu'à dire, je ne sais pas pourquoi il est encore sélectionné. Moi, en tant que personnage, il me pose problème sur certains aspects, sur son terrain, sa manière d'être, que ce soit même des fois avec les coéquipiers, enfin qu'il est assez agressif pour le coup, Rudiger. Et bon, et c'est pas non plus la saison de fou qu'il nous fait avec le Real Madrid. Donc en vrai, pour moi, c'est clair et net que au vu des profils que tu as dans l'équipe, Tah et Schlotterbeck, je ne vois même pas qui pourrait les remplacer à ce poste-là, sachant que, au niveau des backups, tu as quand même, Pascal Gross et Anton du Borussia Dortmund qui sont encore appelés et qui n'ont clairement pas le niveau de la sélection. Donc, malheureusement, il y a un gap tellement énorme entre eux et le reste que tu es obligé de les garder sur le terrain. Mais c'est vrai que tu as peut-être un début de pénurie, hein, si tu as un blessé, surtout qu'on sait que Schlotterbeck est assez fragile. Beh, Rudiger et Tah non plus sont pas les plus fiables en termes d'infirmerie. Derrière, tu as aussi du Malick Thiaw qui est, pas toujours rassurant en Ligue des Champions. Donc c'est vrai que sur les grands événements, difficile de faire confiance facilement quand même, hein. À droite, du coup, on a aussi, une interrogation, mais il y a beaucoup d'interrogations malgré tout, hein. C'est, Kimmich qui évidemment est le meilleur latéral droit sûrement en sélection, mais il y a peut-être un débat aussi sur son poste naturel. On sait qu'il est aussi un milieu de terrain et plutôt aguerri, on va dire. Est-ce que ça, c'est une forme de débat en Allemagne? D'autant plus que la doublure Bakou, n'a pas fait, de mauvaises apparitions avec l'Allemagne? On va dire que la seule mauvaise apparition qu'il a faite, c'est contre le Ghana, justement récemment, où vraiment Bakou, je ne l'ai pas trouvé bon. Mais globalement, ça reste un débat parce que Kimmich, évidemment qu'on aimerait le voir plus au centre et gérer le jeu. Malheureusement, tu n'as absolument pas de backup, on va dire, niveau titulaire pour un mondial. Si c'est pas Kimmich, Bakou, il est sympa, mais il va rester sur le banc gentiment. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Là où moi, ça me pose pas de problème sur le principe. C'est que oui, défensivement, il prend ce côté droit, il joue un peu, enfin, il tente, on va dire, de prendre la relève de Philippe Lahm en tant que capitaine à latéral droit. Moi, je trouve ça rassurant parce que j'ai grandi avec Philippe Lahm et je me dis, bon, c'est bon, on a le capitaine à ce poste, c'est exactement ce dont on a besoin. Mais au niveau offensif, je le disais tout à l'heure, Kimmich, il va revenir dans le centre et il va quand même guider le jeu. Donc en vrai, je trouve ça pas hyper problématique d'avoir un Kimmich à droite. Et même si évidemment ça fait débat parce que c'est pas son poste naturel, on n'a pas mieux et je pense que c'est la meilleure chose à faire. OK, je l'entends et puis c'est vrai que de toute manière, je pense que tu peux le mettre, sur beaucoup de postes, sur ce terrain et on pourra dire: «Il y a pas mieux» quand même. Donc c'est vrai que quand tu as un joueur de cette envergure, c'est bien de pouvoir l'utiliser, comme tu en as besoin. Le milieu de terrain, pour le coup, c'est pas comme s'il était pauvre non plus. Entre Goretzka, Stiller, Pavlovic, tu as quand même des joueurs très intéressants, tu as du beau monde, donc c'est pas tant la problématique. Moi, je m'interroge plutôt sur le poste juste au-dessus, la pointe haute, qui peut se partager entre plusieurs joueurs. On a du Gnabry, du Lennart Kall,
Karl du Furyk. On sait que potentiellement, Wirtz et Musiala peuvent jouer à ce poste-là, même ils seront probablement déportés sur un côté. Comment ça s'organise? Est-ce que Gnabry est celui qui devrait occuper le poste? Est-ce que pourquoi pas tenter la jeunesse, l'inexpérience Lennart Karl? Tu as beaucoup de talent. Comment tu organises tout ça là? Bah, alors là, c'est un peu le gros débat que tout le monde a et j'ai l'impression que tout le monde est expert à ce moment-là de l'équipe d'Allemagne sur le 11, c'est vraiment le côté offensif. C'est évidemment là où on a le plus de joueurs, j'ai presque envie de dire, de qualité et bon déjà la première chose qu'on va faire, c'est mettre gentiment Sané sur le banc ou ne pas l'appeler du tout, pour des raisons simples. Déjà avec le Galatasaray, il fait pas grand-chose non plus, hein, on va pas se mentir et avec l'équipe d'Allemagne, alors oui, il a clairement aidé à la qualification de l'Allemagne pour ce mondial, on va pas lui enlever ça. Mais là, les 2 derniers matchs amicaux, mis à part, on va dire, la passe décisive pour le but de Undav, pour le 2-1 contre le Ghana, cette année, dans le jeu, c'est pas possible en fait. Et tout à l'heure, je parlais du côté technicien, tacticien de Nagelsmann et je ne comprends pas justement lui qui veut un pressing absolument fou sur son adversaire. Normalement, il a quand même l'habitude de dire que les joueurs qui ne vont pas presser, qui ne défendent pas, ne jouent pas. Et Sané, littéralement, dans ce 11-là, c'est peut-être le joueur qui défend le moins. Et je veux dire, voir un Florian Wirtz faire les replis défensifs devant son but, tacler dans la surface, et voir de l'autre côté, tu as Sané qui bouge pas hein, pendant toute l'action. Moi, je trouve ça personnellement choquant, clairement. Mais c'est pour ça que je trouve qu'au niveau du milieu droit, enfin de l'aile droite, on n'a pas vraiment de débat. Et moi, je mettrais clairement Lennart Karl en tant que titulaire. Voilà. Son début de saison avec le FC Bayern, il est fantastique pour le coup. Alors oui, là, début 2026, c'était un peu compliqué. Il y a eu les déclarations par rapport au Real Madrid qui ne l'ont clairement pas aidé dans ses histoires. Et mentalement, voilà, ça reste un tout jeune. Sauf que là, il a fait 2 matchs avec les Allemands où à chaque fois, il est rentré en cours de match. Et c'est absolument fou l'intensité qu'il met. Et ça, c'est quelque chose qui manque, je trouve, actuellement avec l'équipe d'Allemagne qui n'a plus Jamal Musiala, c'est la folie offensive, ce grain de folie, ce truc où tu te dis, il y a quelqu'un qui va prendre tes adversaires en 1v1, et ben Lennart Kral, il va te les prendre en 1v4. Tu vois, il va vraiment essayer d'aller au bout en dribblant tout le monde. Alors oui, des fois c'est frustrant parce que tu te dis, lâche la balle plus tôt. Mais l'Allemagne a besoin de ça. Et je veux dire, à droite, de toute façon, mis à part lui, tu as éventuellement Adeyemi qui sombre cette saison. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est de pire en pire. Adeyemi, même avec le Borussia Dortmund, il est même plus titulaire. Et tu as aussi Amiri de Mainz 05 qui pourrait être appelé techniquement en cette équipe nationale. Et moi, clairement, je pense que je mets Karl titulaire à droite et que je prends Amiri dans le groupe pour laisser Sané à la maison. Eh ben, écoute, tu vois, je suis bien content que tu me dises ça, et parce que notamment ça ouvre des portes d'interrogation. C'est que peut-être que Sané, en fait, je suis du même avis que toi, hein. C'est exécrable, et ça fait pas un an que je le pense. J'ai beaucoup de mal avec le profil du joueur que je trouve très brouillon. Même sur ses qualités, il n'est pas toujours optimal. Mais à la fois, c'est pour ça que je l'ai mis à droite sur cette composition, parce que déjà, Nagelsmann le met souvent à ce poste-là et en tant que titulaire. Mais l'une de mes problématiques, c'est si tu mets Karl Lennart à droite et que tu as Gnabry, Wirtz, Musiala, que ce soit, tu répartis les trois à deux postes, et ben, je pense que tu perds largement sur l'aspect transition offensive. Là où l'Allemagne, on le disait, est forte sur Ok. pas mal d'aspects du jeu, et ben, tu perds cette pointe de vitesse, tu perds cette profondeur, la possibilité de profondeur, et tu te coupes d'un aspect du jeu. Et c'est là, en fait, je pense, toute l'interrogation. Et je pense que Nagelsmann, il voit très bien que Sané n'est pas forcément et peut-être en dessous de Lennart Karl ou d'autres. Mais j'ai l'impression que tu te coupes une aile potentiellement, et j'ai l'impression que Adeyemi aurait pu être cette solution, mais effectivement, il fait pas une belle saison. Et du coup, tu es un petit peu bloqué, tu es un petit peu dans un questionnement par rapport à ces postes-là. Mais tu sais quoi, j'y reviendrai un peu plus tard, parce que peut-être que ça fera l'objet d'une autre question Ok. tout à l'heure. Après, je peux. On l'a con- Ah, pardon. Ouais, vas-y, vas-y, bien sûr, vas-y. Ouais. Je voulais te dire un truc par rapport. Alors, je suis totalement d'accord sur ce côté aspect du jeu. Et c'est pour ça que je pense qu'on a tendance à oublier un joueur, alors qui n'est pas justement cette fameuse triplette avec Wirtz, avec Moussiala.
étaient là, tu sais, on va dire un peu les stars de cette équipe allemande. Moi, il y a un joueur où on a tendance à oublier qui est là, n'était pas là parce que blessé, c'est Leveling. Mais lui, c'est de l'autre côté et en fait, du coup, cette qualité que Sané peut t'apporter, il peut te l'apporter lui aussi, mais de l'autre côté. Donc je préfère à la limite laisser Sané à la maison et mettre Leveling sur le terrain dans ce cas-là, tu vois? Vraiment, c'est Mmh. parce que c'est un joueur qui est hyper impactant avec l'équipe d'Allemagne lorsqu'il joue. De toute façon, l'équipe de Stuttgart, hein, il y a qu'à regarder le nombre de gens qui peuvent être titulaires dans cette, Nationalmannschaft, tu vois? C'était assez dingue. Mais Ouais. ouais, c'est vrai que clairement, Nagelsmann en a parlé plusieurs fois de cet aspect de rapidité, mais Sané, en fait, le problème, c'est que même si tu te coupes un aspect du jeu, Sané, le fait de ne pas revenir défensivement et le fait de en fait, il te coupe d'autres aspects du jeu aussi, qui est tout simplement la qualité sur le terrain, quoi. C'est horrible à dire, mais c'est tristement vrai, quoi. Ouais, et tu vois, ça va me permettre de corriger le tir. J'ai mis Wagnoman juste derrière Sané là sur Mmh. l'affichage. C'est Leveling que je voulais mettre. Wagnoman serait plutôt derrière Mmh. Oui, bah, Ogelch voilà. et Beku. Mais effectivement, ouais, ça aurait pu être une solution viable. On sait s'il va revenir avant la Coupe du Monde de sa blessure ou pas? Normalement, oui. Franchement, les joueurs blessés, actuellement, on va dire, on a 3 joueurs, majeurs, qui n'étaient pas là. On a Pavlovic, hein, qui était absent, pour, petite blessure. Lui, c'est quasiment sûr qu'il revienne. Musiala, il est déjà en train de s'entraîner avec l'équipe d'Allemagne. Donc pareil, je m'en fais pas. Leveling, ça a l'air d'être un peu plus sérieux, n'empêche, il est censé revenir pour le mondial aussi. Et le dernier, par contre, où ça va être très compliqué, c'est Nmecha du Borussia Dortmund en tant que milieu Oui. défensif, qui est vraiment blessé, qui s'est blessé fort, on va dire, hein. Là, il est vraiment plusieurs semaines absent pour le BVB. Ça va pas leur faire du bien, clairement. Mais Nmecha, c'est peut-être, un gros coup dur parce qu'il avait sa place éventuellement même à se faire en tant que titulaire, on ne sait pas, hein, de cette équipe d'Allemagne ou au moins être, un remplaçant récurrent, quoi. Ouais, parce que pour le coup, lui, il fait une saison assez remarquable. Hem, il nous reste un poste, celui du bomber, comme on le dit en Allemagne. Et là, il y a le choix entre Woltemade, Havertz et Denis Undav. 3 profils différents, je le disais, un tout petit peu plus tôt, et c'est bien parce que tu vas pouvoir, t'adapter aux différentes adversités. Peut-être que Woltemade tient le bon bout. C'est lui qui a fait le plus de feuilles de match titulaires sur les phases de qualification. C'est un joueur personnellement que j'aime beaucoup, hein, qui m'intrigue. Évidemment, on n'en a pas tous les jours des profils comme ça. Oui, monsieur Falk porte le Bien sûr, maillot actuellement. Il s'est pas trompé, il a bien dit sûr. juste, je crois. Qu'est-ce que tu en dis? Bah, dis-nous en plus. Bon, alors déjà, Voltemade, je suis absolument pas, lucide. C'est un jeune du Werder Bremen, hein, donc moi, il vient de chez moi, donc forcément, je suis hype par ce joueur depuis ses débuts, on va dire. Mais alors je vais peut-être, en surprendre certains, sur ce que je vais dire. Alors Havertz, par contre, a gagné énormément de points auprès de Nagelsmann récemment. Sa saison avec Arsenal, ben, il était beaucoup blessé, donc c'est quand même dur à juger. Mais c'est vrai que, on a des fois, on ne sait pas entre Gyökeres et lui, qui c'est qui est vraiment titulaire. Ce qui est quand même assez surprenant au vu du prix auquel Gyökeres a été payé par Arsenal. Mais Havertz, pour moi, n'est pas dans la discussion pour une raison simple. Il ne jouera peut-être pas ou ne devrait, d'après moi, pas jouer en tant que numéro 9 en équipe d'Allemagne. Pour moi, c'est clairement un 10. Et il nous l'a montré lors du dernier Euro. Moi, j'aimais énormément l'attraction avec Havertz en 10. On avait évidemment, Musiala et Wirtz qui étaient un peu des électrons libres en attaque. On avait Havertz en 10 et Füllkrug en pointe et vraiment avec un vrai neuf, Havertz, je pense que c'est là qu'il s'épanouit le plus et pour le coup, il m'a assez surpris Nagelsmann, c'est ce qu'il a fait contre le Ghana. On s'est retrouvé avec Havertz en neuf contre la Suisse. Il n'a absolument rien fait sur ce match, hein. Clairement, Havertz, il était inexistant. Mais contre le Ghana en 10, il était beaucoup plus impactant. Et d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que ça arrive pour le mondial, où on se retrouve donc avec Voltemade en pointe et Havertz en 10. Mais voilà, pour moi, il n'est pas vraiment dans cette discussion des 9, sauf en cas de remplacement éventuel d'un Undav ou d'un Voltemade. Bon, alors maintenant, si on prend que les deux pointes en considération, parce que déjà, on a pas mal de blessés. Un Burkhardt, il s'est blessé toute la saison avec Francfort, donc ça va être Ouais. compliqué. Et Kleindienst, il a le ménisque. Je veux dire, je me suis moi-même fait le ménisque l'année dernière. Après 3 mois, c'était bon. Lui, il n'est plus là depuis le début de saison. Je ne comprends pas ce qui se passe avec Kleindienst, hein, ça doit être beaucoup plus sévère que ça.
Mais donc, tu as que Voltemade et Undav. Et le problème éventuel, c'est que bon, Voltemade, on le voit tous, avec Newcastle, la saison avait bien débuté, mais maintenant il est même plus titulaire avec l'équipe. Et Denis Undav, c'est tout simplement le deuxième meilleur buteur de Bundesliga derrière un Harry Kane historique. Donc, j'ai presque envie de dire que le débat ne devrait même pas exister. En fait, Undav, de purement factuellement, pour moi, si on fait par la performance, doit être titulaire. OK. Mais Nagelsmann, et alors ça, par contre, pareil, c'est une grosse incompréhension. Et les gens en Allemagne, ça fait couler énormément d'encre et d'insultes envers le sélectionneur. Là encore, après, il a fait une conférence de presse assez bizarre après le match contre le Ghana. Il faut savoir que Undav, c'est donc lui qui marque le 2-1 pour les Allemands. Et il a fait comprendre, en gros, en conférence de presse, qu'il n'aurait pas sa chance en tant que titulaire. Et en fait, la question se pose, est-ce que même il va l'appeler en sélection? Ce qui serait complètement dingue, alors que le gars, il nous fait une saison folle. Et donc ça, c'est des débats houleux, vraiment. Pourquoi Nagelsmann ne veut pas titulariser ou même faire jouer Undav, qui a eu 20 minutes sur 2 matchs amicaux, c'est rien au vu des performances qu'il nous montre. Et donc, lui dit que Voltemade passe plus dans son système de jeu. Et pour le coup, je suis assez d'accord. C'est complémentaire. Et d'ailleurs, Voltemade, on va pas non plus lui cracher dessus, hein, il fait des super apparitions avec l'Allemagne. Le seul problème qui reste quand même un problème majeur, c'est qu'un numéro 9, il est quand même là aussi pour marquer des buts. Voltemade, il est exceptionnel dans la construction du jeu. Je veux dire, le nombre de fois, je veux dire, un gars aussi grand, aussi technique, aussi rapide, qui a une telle vision de jeu, tu en as rarement. Mais par contre, en équipe d'Allemagne devant les buts, ça reste ultra compliqué. Alors que Undav, bah, il sait peut-être faire qu'une seule chose, mais il le fait à la perfection. C'est tu lui donnes le ballon dans les 16 mètres et il va marquer. Donc la question, c'est qu'est-ce que Nagelsmann cherche vraiment? C'est super parce que les deux sont complémentaires, mais ça fait débat. Moi, personnellement, j'adore Voltemade, mais je pense que Undav devrait être titulaire. Mais je pense que ça va être le contraire qui va se passer et je sais même pas si Undav, on le verra plus que ça. OK, je m'attendais pas à cette réponse de ta part, tu vois? C'est vrai que, j'ai pas les yeux rivés sur Stuttgart. Undav, je vois juste, quand je vais dans le classement des buteurs de Bundesliga qui donne pas sa part aux chiens. Mais ouais, c'est un vrai débat ça. Avec tout ce qu'on vient de dire là, d'après toi, cette équipe, cette nation, cette Allemagne, est-il sous-évalué, surévalué ou évalué à sa juste valeur? Alors là, je vais faire la réponse de Normand par excellence. On va dire, je pense que l'équipe d'Allemagne est sous-cotée par les Allemands, en fait, et OK. on va dire pas cotée par le reste du monde. En fait, je pense que les gens, comme je le disais au tout début, balayent un peu l'Allemagne et dans leurs équations. Je veux dire, on commence à avoir plein de gens qui font leurs pronos. L'Allemagne n'est absolument pas considérée, hein, Ouais, c'est dans ces vrai ça. choses-là. Et je pense qu'il faut quand même pas oublier qui est cette équipe d'Allemagne, en fait. Je veux dire, historiquement, Mmh. c'est une équipe absolument phénoménale en mondial. On l'a dit, 8 finales de Coupe du Monde pour 4 gagnées. C'est pas rien. Alors évidemment, si on commençait à faire ça avec tout le monde, l'Italie et le Brésil seraient tout le temps dans les hautes sphères. Ce n'est pas le cas non plus. Mais moi, par contre, j'ai tendance à penser que les Allemands sous-cotent bah, l'équipe d'Allemagne pour une raison simple. Je pense qu'en tant qu'Allemand, pour l'avoir vécu aussi, ils ont juste peur d'être des lulus, comme j'aime bien dire, tu sais, genre de se dire, c'est bon, en fait, les Allemands, on les connaît, ça fait 2 mondiales de suite où ils se sont fait éliminer en phase de poule, on s'attend à rien, comme ça, on n'est pas déçu. Ce qui fait que ils ont tendance un peu à sous-coter cette équipe allemande. Et je trouve, d'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est l'effet Nagelsmann qui titularise des joueurs qu'on ne veut pas forcément voir, mais que les Allemands sont ultra critiques, même lors de victoires. Et ça, je trouve ça dingue. Je veux dire, à un moment donné, l'Allemagne, le dernier match de préparation, ils l'ont gagné 6-0. Le nombre de critiques que j'ai vu pour le qualif, c'est absolument dingue. Là, pareil, ils avaient battu la Suisse 4-3. Euh, des critiques, mais tout le temps, en fait, les Allemands sont ultra critiques envers son équipe. Donc, moi, je pense qu'il faut un peu se calmer à ce niveau-là aussi. Je veux dire, ça reste une équipe forte, mais est-ce qu'ils ont vraiment le niveau pour aller chercher un mondial? Ça, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. L'équipe, fait débat donc, au sein même du pays et
peut-être que cette coupe du monde nous donnera quand même pas mal de réponses. Nagelsmann, son contrat court jusqu'à 2028, donc jusqu'au prochain Euro, si je dis pas de bêtises. Peut-être qu'on aura du changement après la coupe du monde. Soit il mettra tout le monde d'accord, soit il ne sera plus là. On va dire Mais il y que a... Vas-y, les vas-y, frère. débats ils sont beaucoup autour de Jürgen Klopp, hein, qui est évidemment un poste vacant. Et ça, c'est clair que, en fait, il y a encore beaucoup de gens là maintenant qui se disent ouais, virez Nagelsmann, mettez Klopp à la place. Comme j'ai tendance à le dire des fois dans des coms de personnes fans d'équipe d'Allemagne. euh, Changer de sélectionneur juste avant un mondial, je sais pas si c'est la meilleure des idées, tactiquement parlant, ça va perturber tout le monde. Et en plus de ça, il fait pas un taf si horrible en fait. Donc il faut, je pense, voilà, relativiser un peu. Ok, eh ben, j'entends. On va passer à la poule. On va te demander ton avis juste avant ça. Petit récap. J1, tu prends Curaçao. C'est une nouvelle confrontation. C'est une première pour Curaçao aussi dans la Coupe du Monde. Curaçao, pour rappel, c'est un pays constitutif au Royaume des Pays-Bas, donc étroitement lié à cette nation. Des Virgil van Dijk, des Xavi Simons, Noah Lang, Wijnaldum, tout ça, les Kluivert, c'est des mecs d'origine du Curaçao. Donc ça serait étonnant, ça sera pas mal de les voir sur une première édition pour eux de Coupe du Monde. Après, on va pas attendre grand-chose de leur part, hein. C'est pas, on les met pas favoris pour sortir de la poule. En deuxième journée, tu prends la Côte d'Ivoire, qui fait une très belle impression sur la dernière CAN, portée par un Yann Diomandé magnifique. Christina Oulay aussi, 19 ans chacun. Guéla Doué, 23 ans. Donc, tu as quand même une sacrée génération en approche. Et la J3, c'est peut-être donc la plus importante. C'est celle qui déterminera l'issue de la poule. Et c'est peut-être le match le plus rude aussi, parce que c'est l'Équateur. Cet Équateur, c'est pas n'importe quel Équateur. Ils se sont déjà rencontrés, Équateur-Allemagne. C'était lors d'une Coupe du Monde Germanie 2006 pour les Allemands. Il y a déjà eu un 3-0. Donc à ce moment, c'était 3-0 pour l'Allemagne. Et leur dernière défaite à l'Équateur remonte à 2024. Ça fait un an et demi qu'ils n'ont pas perdu. Alors, il faut quand même relativiser parce qu'il y a beaucoup de matchs nuls. Il y a même beaucoup plus de matchs nuls que de victoires. Mais ça relève d'une nation tellement accrocheuse. Ils sont tellement accrocheurs. Ils gagnent pas facilement, mais ils ne perdent pas facilement. Ils ont fini deuxième de leur qualification en Sudam, en ayant battu l'Argentine notamment. Donc, ils sont devant la Colombie, devant l'Uruguay, devant le Brésil. Donc c'est quand même une nation à prendre au sérieux et potentiellement elle peut faire peur. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette poule? Est-ce qu'elle te fait peur? Est-ce que tu es confiant? Bah, on va dire que globalement, le fait que la FIFA ait élargi aussi le mondial avec beaucoup plus d'équipes, j'ai moi tendance à dire que ça favorise les grandes nations. Forcément, parce que tu vas justement te retrouver face à un Curaçao, par exemple, qui n'a pas cette habitude des grandes compétitions comme ça. Donc, globalement, je pense quand même que l'Allemagne reste ultra favorite de cette phase de poule. Après, si on devait prendre les matchs, bah, justement, match par match, hein, on va faire ça comme tu l'as dit juste avant. Je trouve ça super que l'Allemagne joue directement Curaçao, pour une raison simple. Ça te permet un peu de faire ton statement game, tu sais, dès le début. Si je dis pas de bêtises, lors de l'Euro, l'Allemagne avait fait ça contre l'Écosse, où ils les avaient absolument anéantis dès le début. Et je me dis que sincèrement, ça serait le moment dès le début de mettre un gros statement game. Tu mets 4-5-0 et t'en parles plus. Voilà, tu vois, moi, c'est ce que j'espère, on va dire, de cette équipe allemande, qu'elle va montrer du caractère et qu'elle va essayer de les mettre sous l'eau, hein. C'est respecter son adversaire de faire ça, d'après moi. Ensuite, tu as la Côte d'Ivoire. Alors, tu l'as dit avant, hein, Diomandé, moi, je le suis comme pas possible avec le RB Leipzig. Pour moi, c'est vraiment une future superstar du football. Je le trouve absolument incroyable, ce jeune. Mais historiquement, j'ai envie de dire que l'Allemagne s'en sort globalement bien contre les équipes africaines. Et je pense que on va se retrouver quand même avec une équipe d'Allemagne qui va gagner cette rencontre face à la Côte d'Ivoire. Mais je pense que ça va être très difficile. Tu vois, genre typiquement, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un Curaçao-Allemagne, que l'Allemagne gagne 4-5-0, mais que la Côte d'Ivoire, par exemple, les Allemands gagnent seulement 2-1. Moi, je pense que ça va être ultra compliqué de les battre, mais que ça devrait le faire aussi. Je pense qu'au niveau individuel, peut-être que Diomandé, à ce moment-là, sera le meilleur joueur sur le terrain. C'est clairement possible. Par contre,
tu te retrouves avec une équipe qui me semble quand même supérieure et défensivement, alors je sais que j'ai regardé la Côte d'Ivoire un peu parce que forcément je m'intéresse aux adversaires directs. Ils m'ont impressionné à la Corée du Sud où ils ont gagné 4-0, le dernier match de préparation. Et je les ai vraiment trouvés bons, hein. J'ai vraiment regardé des résumés où offensivement ça va très, très vite et ça peut poser des gros problèmes à cette équipe d'Allemagne justement. Mais défensivement, je pense que l'Allemagne est vraiment capable de marquer plusieurs buts. Donc je vois plutôt une victoire contre la Côte d'Ivoire. Et tu le disais, l'Équateur pour moi le plus difficile de ces 3 équipes à jouer. Et typiquement, moi je vois bien une équipe d'Allemagne finir premier de sa poule avec 2 victoires et un match nul justement contre l'Équateur. Je pense que cette équipe, elle a tout ce qu'il faut pour embêter un maximum les Allemands. On connaît, hein, l'Équateur, c'est côté de l'Amérique et en général, ça joue dur et on voit qu'eux, défensivement, ils se laissent pas faire du tout et du coup, moi, j'ai un peu peur déjà des joueurs éventuellement qui finiraient blessés face à cette équipe d'Équateur qui joue vraiment de Ouais. manière ultra physique et je pense que ça va jouer des coudes et que l'Allemagne n'a malheureusement pas de quoi, on va dire, concurrencer cet Équateur physiquement parlant. Donc il va falloir y aller tactiquement parlant et je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait genre un 1-1, tu sais, finale où tu as les 2 équipes qui marquent un but et c'est peut-être le seul match où tu te dis que Rudiger sera utile avec son agressivité éventuelle et là, tu te dirais presque qu'il faut chercher Andrich, tu sais, de Leverkusen pour mettre des coups de coude, quoi. Ouais. Voilà, mais du coup, je pense que l'Équateur, ça va vraiment être l'équipe difficile et au final, je me dis, si ils ont fait le taf contre Curaçao et que peut-être que l'Équateur fait que match nul, tu sais, contre la Côte d'Ivoire, je pense que l'Allemagne, avec 7 points, est capable d'aller en huitième de finale. OK et ben, c'est marrant, enfin, c'est marrant. C'est relatif, mais j'en pense exactement pareil sur, enfin, je pense qu'on a le même classement du coup, ça donnerait Allemagne 1, Équateur 2, Côte d'Ivoire 3 et Curaçao 4 potentiellement et beh, du coup, tu vois, je Ouais, je totalement. pense que ce que je m'imagine dans mon scénario, c'est une Allemagne et une Équateur à égalité de points. Allemagne 1er, Équateur 2, mais à égalité de points et c'est le match contre Curaçao qui fera la différence et l'Allemagne sait cartonner. Là où l'Équateur, peut, comme on l'a dit, peiner à être battu, mais peiner à battre aussi. Donc ouais, c'est ce que on a la même idée de cette poule et pour le coup, cette poule, quand même très intéressante, hein. Il y a des poules, comme tu le dis, qui ont des équipes très faible. Là, on a le Curaçao, d'accord et ça rend certaines poules peut-être un peu moins hypantes, on va dire. Celle-ci est quand même très intéressante, hein. On a trois nations, qu'on a envie de voir jouer au foot. Hem, Maintenant jusqu'où vont-ils aller? Alors je me suis un petit peu projeté. En 16e de finale, s'ils finissent premiers, ils prendront le troisième du groupe A. Alors le groupe A, c'est Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud et potentiellement Danemark. C'est ceux qui font Ok. figure de favoris pour se qualifier. Au moment où on s'enregistre, on ne sait pas encore, mais c'est ce que j'imagine en tout cas. S'ils finissent deuxième, tu prends le deuxième du groupe I et le groupe I, c'est France, Sénégal, Norvège. Bon, alors je crois que l'idée, c'est de finir premier parce que tu as peut-être, Oui, si tu peux t'éviter un un des gars à côté là, de la poule I, alors si tu peux éviter mais un France-Allemagne dès les huitièmes ou et un Norvège-Allemagne, pitié, quoi. Pitié. et ben, c'est un scénario qui est très probable. En huitième de finale, si la France et l'Allemagne finissent premiers de leur poule, c'est la rencontre en huitième de finale. S'ils passent leur 16e, si les 2 finissent premiers de leur poule et qu'ils passent tous les 2 les 16e, ils se rencontrent en huitième. Ça, c'est quand même j'ai envie de dire une aberration de calendrier parce que ça arrange personne, mais c'est un match qu'on veut voir au moins en quart de finale. Si tu finis deuxième de ton groupe, ce qui était pas avantageux initialement, et ben, tu prendrais le premier du groupe C ensuite, par logique, Brésil, Maroc, Écosse et dans ce cas-là, c'est un huitième plus abordable. Donc que tu finisses premier ou deuxième de groupe, le huitième de finale et le 16e et le huitième seront impactés, tu prendras un gros sur le 16e, un petit sur les huitièmes, façon de parler et inversement dans l'autre cas. Donc au final, je crois qu'il y a pas un chemin meilleur qu'un autre, hein. Bah, en Hem, fait, ah pardon, je pensais que tu avais fini. non, vas-y, dis-moi. En fait, clairement, moi, je pense que c'est un truc que j'aime beaucoup avec mon équipe d'Allemagne, c'est que la mentalité voudra et qu'ils se donnent à fond quoi qu'il se passe, en fait et ça, je pense pas qu'ils vont commencer à jouer le classement. Clairement, contre l'Équateur, ils vont pas commencer à se dire, finalement, ça serait bien de finir deuxième pour pas rencontrer les Français.
Moi, je pense que les Allemands, ils vont essayer de cartonner, ils vont essayer de se mettre en confiance, finir premier de leur groupe et tant pis, il y a cette fameuse mentalité, pour être champion du monde, il faut battre les meilleures équipes. À un moment donné, Mmh. si ça sera la France en 8e, bah, ça sera la France en 8e et c'est des choses qui arrivent, quoi. Oui, on est d'accord. On arrive vers la fin. Avant de terminer, je vais te proposer, te demander une petite prédiction libre ou 2 si tu en as ou 3 si tu en as 3. Mais est-ce que tu as une prédiction libre sur, l'Allemagne, sur la compétition, sur la poule? Mmh. Bah, concrètement, je vais, comme dit, pas révolutionner grand-chose non plus. Alors, je le disais tout au long de la vidéo qu'on a tendance peut-être à sous-estimer cette équipe d'Allemagne. N'empêche que je vois aussi très bien les limites, hein, de l'équipe. Pour moi, l'Allemagne ne sera pas championne du monde. Voilà, c'est mon premier prono, très pas si compliqué que ça, hein, mais je ne vois pas les OK. Allemands gagner ce mondial, 1°. Je pense que la phase de poule devrait, entre guillemets, pas trop poser de problème. Je pense qu'on va enfin, après 2 compétitions, sortir de cette phase de poule et je pense qu'au niveau de la confiance, déjà, je parle même de la nation en général qui regarde le football, on serait hyper rassuré et soulagé de voir ça, de voir les Allemands enfin passer une phase de poule. Par contre, du moment où tu affrontes un gros, en phase d'élimination, je pense que c'est terminé. Par exemple, typiquement, en France-Allemagne, je ne vois absolument pas cette équipe, d'Allemagne passée. J'ai aussi évidemment, hein, je regarde l'équipe de France et ils m'impressionnent franchement avec ils ont 2 équipes en fait et l'équipe 2 pourrait battre l'équipe 1 allemande, hein, c'est pour dire. Donc moi cette équipe d'Allemagne, je les vois se «rassurer» entre guillemets contre les plus petites nations, mais par contre sombrer si un gros s'en passe et admettons, ça va plus loin, moi j'ai tendance à dire aussi de attention au Japon et à l'Autriche parce qu'on a 2 nations avec, beaucoup de joueurs qui jouent en Bundesliga, donc qui connaissent très bien les joueurs qu'il y a en face et le style de jeu de cette équipe allemande et donc moi je me dis: «Si on se retrouve face au Japon, sincèrement, je vois pas dans» alors j'avoue que je n'ai absolument pas vu le calendrier de comment ça se passe, qui affronte qui, mais je sais que s'il y a un moment le chemin, l'Autriche ou le Japon qui nous affrontent, je suis pas confiant, mais à aucun moment. Ouais et bah, tu vois, l'Autriche, j'ai hâte de parler de l'Autriche parce que c'est vrai que cette nation me fait particulièrement peur, dans le bon sens du terme. Alors du coup, de mon côté, en prédiction libre, je t'avais dit qu'on en parlerait, on y revient. C'est si l'Allemagne, on vient aligner en même temps Musiala, Wirtz et Karl Lennart, ça sera un énorme échec pour l'Allemagne. Alors, je pense que c'est ce qu'on veut tous voir. On veut voir quand 3 magiciens sont sur le terrain en même temps. Mais pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, pour, le manque, du coup, sur les transitions offensives, l'Allemagne en aura besoin. Je pense que ça sera un échec. Évidemment, c'est qu'une prédiction. C'est ce que j'imagine. Et pour terminer, on va passer sur un petit quiz. Alors, je vais te proposer 2 petites questions. Il y a pas de piège, il y a pas de mauvaise réponse non plus. Enfin, Ouh! il y en a des mauvaises, mais C'est parti. c'est tu vas me dire ce que tu en penses. Ah. La première. I Quelle équipe est la plus représentée en sélection après le Bayern depuis 2025? et ça a encore craché. C'est marre. Là, la fin de la vidéo, elle est compliquée là. Oh là là. C'est pas Ah grave, ouais. je ferai des je couperai, t'inquiète pas. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, repose ta question parce que je l'ai même pas entendue pour le coup. Ouais, c'est pas grave, je refais du coup à partir du quiz histoire de alors du coup, je te propose un petit Ouais. quiz pour terminer, Falk. D'après toi, quelle est l'équipe qui, en sélection allemande, est la plus représentée derrière le Bayern de Munich depuis 2025? Oh, c'est le VfB Stuttgart? Ouais, ouais, exactement. Trop de Ouais, ouais, entre Neubel, Wagnoman, Stiller, ouais. Furic, Schöndav, Leveling, il y a beaucoup de joueurs de Stuttgart. Il y a parfois plus de joueurs de Stuttgart que de joueurs du Bayern. Hem, Mon autre question, et on terminera là-dessus. Le meilleur buteur de l'histoire de la coupe du monde, tu le connais, c'est Klose, c'est Miroslav Klose. Avec combien de buts? C'est ça la question. C'est une 16?
Ouais, 16. Ouais, mais on peut rien te cacher, Dis toi, pas de on peut bêtises? rien te cacher. Ouais, ouais, c'est ça exactement. Juste derrière, Ah, mais on a je connais mon Allemagne, je la connais. ouais, tu maîtrises, je vois ça, je vois ça. Juste derrière, on a R9 à 15, Alors Toulouse Mbappé qui va à arriver, hein, très 14. fort. Oui, 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 il va arriver, il en est à 12. Il est à égalité avec Pelé et juste au-dessus à 13, on a juste Fontaine et Messi. Mais du coup, on a 2 Allemands qui trustent le top 3 avec, Klose et Gerd Müller. Bah, écoute Falk, Ouais, mais je on a pense que Mbappé a les moyens de venir. oui et peut-être sur cette coupe du monde, ça fait quand même, pas mal de buts, ça fait, 4 pour égaliser. Mmh. Ah, c'est jouable. Mais 4 en une coupe du monde, c'est pas donné non plus, hein. Mmh. Et beh, tu vois Falk, on arrive au bout. Je te remercie pour, heu, pour être, venu et ça a été difficile au niveau Bah, de écoute, merci à l'enregistrement. Je pense toi. que ça se verra au montage, il y a du décalage, mais c'est pas grave, le principal y est. C'était cool, on a passé un bon moment, on a parlé de foot pendant 1 heure, donc forcément c'est Grave. bien, hein. Voilà, bah, écoute, je te remercie énormément, pour l'invite, hein. C'est grave cool, toujours de faire ce genre de choses et puis si on peut parler de l'Allemagne, évidemment que je suis hype. Oui, mais je pense que tu étais l'invité idoine, hein, pour ce sujet. Quand j'ai, réfléchi à comment j'allais organiser tout ça, je me suis dit: «Allemagne, Falk, évidemment». Donc je suis bien content. Désolé encore pour la qualité d'enregistrement, mais c'est les aléas du direct, j ça n'intervient qu'à la fin, donc c'est pas très grave, il y a pas de problème. En vous remerciant, à très vite pour le prochain épisode. À bientôt.